Et bonjour Mathilde Panot, merci Bonjour. d'être avec nous en ce lendemain donc d'allocution présidentielle que vous avez regardée. Alors, on a surveillé évidemment les différents comptes des uns et des autres. Et puis surprise, quand on a vu le compte de Jean-Luc Mélenchon, que dit-il ? On imaginait Emmanuel Macron dit n'importe quoi, etc. Pas du tout. Il dit le président a dit vrai. Sur quelle partie exactement ? Je crois que sur le constat, sur le fait que nous rentrons dans une nouvelle ère, notamment avec l'arrivée de Trump à la tête des États-Unis, qui tente d'imposer au monde la loi du plus fort plutôt que le droit international. On le voit avec l'Ukraine, mais on le voit malheureusement aussi avec les menaces sur le Groenland, sur le Canada, sur le Panama et sur la Palestine avec une menace de nettoyage ethnique complet à Gaza. Donc nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Ça, c'est la partie de constat sur lequel nous pouvons être d'accord avec Emmanuel Macron. Le problème, c'est que Emmanuel Macron, le président de la République, ne tire aucune leçon de 3 ans de guerre maintenant en Ukraine, avec 1 million de morts et de blessés. Il en tire plein des leçons, au contraire. C'était son propos hier. Des leçons sur le plan du financement, sur le plan de l'armement. On va regarder peut-être le détail. D'ailleurs, il a aussi lancé différents appels. Il a lancé un appel à la patrie. C'est une expression qui était un petit peu désuète finalement et qui le dépoussière. Et quand on a un appel à la patrie, il y a un sous-entendu d'union nationale, au-delà des différences partisanes. Est-ce que vous saisissez cette main ou pas ? Alors, la première chose, c'est que vous avez une situation qui est trop grave et un président de la République qui est trop affaibli pour qu'il puisse décider tout seul. Et nous ne voulons pas juste être consultés, les forces politiques comme il l'a proposé. Oui. Nous voulons délibérer et décider. C'est au Parlement de pouvoir décider de questions aussi graves que celle-ci. Je vais vous dire sur quoi il ne tire pas les leçons. Pendant 3 ans, il y a eu un alignement quasi total sur les États-Unis. Certes, maintenant, il y a un changement avec Trump, mais nous disions, nous, depuis longtemps, que la France doit être indépendante au service de la paix. Et nous avions raison sur ce point. Si Emmanuel Macron avait écouté Jean-Luc Mélenchon depuis 3 ans sur le fait de construire un cadre européen de négociation... Si on avait écouté Jean-Luc Mélenchon, pardon, mais on l'aurait aussi entendu quand il disait que jamais la Russie n'agresserait l'Ukraine. Ce que disaient les renseignements français. Ah si, alors là, c'est dans une audition de l'Assemblée nationale. Donc, les renseignements français disaient que jamais la Russie n'allait envahir l'Ukraine. Donc, Jean-Luc Mélenchon, se basant sur ce qui était dit par les renseignements français, disait la même chose. Mais depuis, que s'est-il passé ? Jean-Luc Mélenchon est le premier homme politique à avoir dénoncé les violations de la frontière par Vladimir Poutine, puisqu'il se trouvait qu'il était dans un avion à 7h du matin. Bon, et depuis, il ne cesse de dire... Et il n'a cessé de dire que la solution ne serait pas militaire, mais diplomatique. Et que donc, il devait y avoir une réunion, une conférence qui permette de trouver une solution diplomatique avec des garanties de sécurité mutuelle. Alors, il va y avoir le sommet cet après-midi. On se souvient quand même, avant l'agression, Emmanuel Macron était allé voir Vladimir Poutine pour tenter de l'empêcher. Et à ce moment-là, on se doutait bien que ça allait arriver. Il a annoncé aussi hier des nouveaux choix budgétaires pour financer les investissements militaires, investissements privés, mais aussi investissements publics. Il a dit qu'il faudra des réformes, il faudra du courage. On va voir peut-être ce qu'il a dit un peu plus précisément. Ça veut dire qu'il veut tailler dans certains budgets. Lesquels, d'après vous ? Mais bien sûr qu'Emmanuel Macron est en train de nous présenter une économie de guerre. Et nous ne sommes pas d'accord avec l'économie de guerre. C'est ce qui fait décider, par exemple, au Danemark, d'augmenter d'un coup, pour que tous les gens comprennent, la retraite à 70 ans. Voilà de quoi nous parlons. Nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons une économie de la paix qui est orientée vers les besoins que nous avons, et notamment la question de la bifurcation écologique. Je vais vous expliquer très concrètement. Ouais. Si on parle de l'augmentation des budgets militaires, qui ont déjà doublé en 10 ans, Emmanuel Macron le disait hier, si ça répond à des besoins, nous pouvons y réfléchir. Mais moi, je veux aussi l'augmentation du budget de l'éducation, de l'hôpital public, pour faire face aux catastrophes naturelles que la Réunion a encore subies récemment avec un cyclone. Mais c'est une question de priorité, pardon. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui une urgence ? Vous avez entendu le président, il a pris la parole pour ça. Nous sommes menacés par la Russie, une menace existentielle. Eh bien, ça s'appelle une condition qui est celle du partage des richesses, et notamment de faire enfin contribuer les plus riches de ce pays. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec le fait que, encore une fois, sur l'hôpital public, sur l'école, sur les retraites, il y ait moins de tout cela pour continuer dans... une course à l'armement qui va encore une fois profiter à Trump, puisque je rappelle que plus de 50% des dépenses militaires de l'Union européenne sont tournées vers de l'achat de matériel états-unien. Donc, il faut agir pour la
paix. Voilà ce que devrait faire la France. Vous voulez faire payer les riches français, mais vous ne voulez pas faire payer les oligarques russes. C'est assez étonnant. Il y a pas mal d'appels, notamment du côté du Nouveau Front Populaire, vos amis écologistes, socialistes, qui disent qu'il faut saisir les avoirs russes. Il y en a pour un peu plus de 200 milliards. Et vous, chez LFI, vous dites non, pas du tout. Il ne faut pas les saisir. Non, alors il faut être sérieux sur ce dont on est en train de parler. Les 200 milliards qu'il y a dans l'Europe, ce sont des avoirs de la Banque centrale russe, d'accord ? Et il se trouve que... Attendez, nous avons toujours été favorables au gel des avoirs russes. Nous l'avons demandé dès le début, nous sommes favorables à cela. Ensuite, il y a une deuxième chose. Le droit international, ça s'appelle l'immunité souveraine, ne permet pas de saisir ces avoirs de la Banque centrale russe. Si on allait vers la possibilité de les saisir, alors il y aurait des délais juridiques avec des recours qui pourraient se faire, qui ne seraient pas du coup accessibles immédiatement à l'Ukraine. Or, l'urgence aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Donc, ce que nous disons, nous, c'est que du coup, ce dont a besoin l'Ukraine immédiatement, c'est de pouvoir résister avec une solution diplomatique au conflit, car il n'y aura pas de victoire militaire. Ces arguments, ils ont du mal à convaincre, y compris encore une fois chez vos amis. Regardez ce que dit Yannick Jadot. Il dit franchement, ils nous font rire. Oui, d'accord. On pourrait rire de ce respect soudain pour les milliards d'une dictature. Regardez ça, stratégie d'abandon de l'Ukraine, de capitulation idéologique. C'est de ça dont ils vous accusent. Vous avez vu la situation de l'Ukraine actuellement ? Vous avez vu que M. Zelensky est obligé à moitié d'accepter qu'on aille chercher dans ses minerais pour des générations et des générations d'Ukrainiens. Tout ça parce que des gens va-t-en guerre pendant des mois et des mois ont refusé qu'on aille à la négociation diplomatique. On dit nous allons gagner la guerre, nous allons gagner la guerre. Vous avez vu le résultat ? Donc maintenant, ça suffit. Il faut revenir au droit international. C'est notre seule boussole. Il faut que vous compreniez le droit international, que la paix et la diplomatie, c'est sérieux. Le droit international, c'est pas d'agresser et d'envahir son pays voisin. Ben exactement. Mais à quel moment ai-je dit cela ? Donc il faut faire respecter ça d'abord, non ? Oui, et du coup, comment on fait respecter ça ? Expliquez-moi, qu'est-ce que vous allez faire ? Moi, personnellement, rien. Eh bien, je vous le dis, ce qu'il faut faire, c'est d'armer l'Ukraine et de l'aider à se défendre. Si on avait fait une conférence qui permette une sortie diplomatique à un moment où l'Ukraine était dans une position plus favorable que ce qu'elle n'est maintenant, nous serions déjà peut-être avec une paix durable. Là, il faut absolument faire en sorte d'aider l'Ukraine et d'avoir une paix pérenne. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut arrêter d'être des va-t-en-guerre. Parce que les va-t-en-guerre, vous vous rendez compte de ce qui se passe pour l'Ukraine ? Monsieur Jadot n'en parle pas, je vais vous expliquer. Ouais. Depuis hier, les Ukrainiens sont à l'aveugle. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont décidé d'arrêter de donner des renseignements. Bien sûr. Et alors, les Européens, nous pouvons faire ça ? C'est ce qu'on a expliqué il y a quelques instants avec Axel de Tarlet. Maintenant, ils se tournent vers Eutelsat pour que les Ukrainiens puissent avoir des renseignements. Oui, pour l'instant, ils sont à l'aveugle dans ce qu'ils sont en train de faire. Voilà ce qui est grave. Et la France On parle de 1 million de vies d'ores et déjà. La France essaie de pallier les va-t-en-guerre ont eu tort. Voilà tous ceux qui se sont alignés sur l'OTAN, sur une stratégie atlantiste ont eu tort. Et face à une internationale de l'extrême droite qui est en train de s'organiser, de Trump jusqu'à Meloni, on pourrait citer Javier Milei, Poutine, jusqu'à Marine Le Pen et Bardella, je vais vous dire, il faut revenir au droit international et avoir une France indépendante au service de la paix. Et j'en profite pour dire à tout le monde que, du coup, la manifestation du 22 mars auquel nous appelons contre l'extrême droite, contre le racisme, prend aussi une dimension internationaliste. Il y a d'autres initiatives sur lesquelles on voudrait vous entendre. Il a annoncé hier, le chef de l'État, qu'il y aurait une réunion des chefs d'état-major à Paris, des différents pays qui soutiennent l'Ukraine, pour travailler à peut-être l'envoi d'une force de maintien de la paix, une fois qu'un accord de paix serait signé, c'est bien clair. Donc, il y aurait des Français. Est-ce que vous trouvez normal, est-ce que vous accepteriez, vous, que des soldats français y participent ? Mais vous savez, on l'a déjà proposé qu'il y ait des soldats français en Ukraine. À quel moment ? Dès le départ, lorsque nous avons parlé des réacteurs nucléaires qui se trouvent en Ukraine et qui, s'ils étaient touchés, produirait une catastrophe dans la catastrophe en touchant l'ensemble du bassin méditerranéen notamment. Donc nous sommes d'accord, mais dans le cadre de l'ONU. Et sur le nucléaire, il a appelé à un débat sur je ne sais plus quelle est son expression exacte, mais sur élargir le parapluie nucléaire de la France aux alliés européens. Mais je vais vous dire plusieurs choses. La première, il est interdit, vous le savez, de partager la dissuasion nucléaire. C'est le traité de non-prolifération nucléaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, pendant 70 ans, la France n'a pas cru au parapluie nucléaire américain. C'est pour ça que De Gaulle nous a dotés d'une propre arme nucléaire. Donc maintenant, on essaierait de faire croire ça aux autres, ce n'est pas sérieux. Merci beaucoup, Merci Mathilde Panot.